Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va continuer notre classement et le top 50 des joueurs les plus sous-estimés de l'histoire. Il y avait déjà eu deux vidéos précédentes. Nous sommes passés de la 50e place au numéro 31. Et on y va tout de suite avec le numéro 30. J'ai choisi de vous présenter Mark Price, joueur drafté en 1986, 25e choix de la draft. Donc il n'était pas vraiment un top player à sa sortie d'université. Et finalement il a fait une super carrière. Mark Price, il a été 4 fois All-Star, identifié vraiment comme joueur des Cleveland Cavaliers. C'est un joueur qui a tourné à 15,2 points, 2,6 rebonds et 6,7 passes, avec une moyenne au shoot de 50%, 40% à 3 points et 90% au lancer franc. On y reviendra un peu plus tard de ces moyennes. Et les stats à son prime, c'est 19,6 points, 3,4 rebonds et 10 passes et demi. Donc dans la comparaison, je dirais que c'est une sorte de compromis entre John Stockton et Steve Nash. Donc c'est un petit meneur blanc assez limité physiquement. Mais c'est un joueur qui défendait quand même assez correctement, un peu à la Mathieu Della Vedova. Voilà, pas de grande qualité physique pour la défense, mais quand même il se donnait beaucoup. Par contre, très bon passeur, une supervision du jeu, parce qu'il vraiment de sa carrière il a envoyé des caviars à Brad Doherty, Ron Harper, ses coéquipiers des Cavaliers. Et voilà, c'était surtout reconnu pour son shoot. C'est un shooter fabuleux, shoot très pur. Une mécanique parfaite, et c'est pour le coup l'un des meilleurs shooters all-time. Il fait partie de ce club, le club des 7 comme on les appelle, les joueurs qui ont tourné dans leur carrière à plus de 50% à 2 points, 40% à 3 points et 90% au lancer franc. Il n'y en a que 7. Il y a Steve Nash, Larry Bird, Kevin Durant, Steph Curry, Reggie Miller et Steve Nash, si ma mémoire est bonne. Et donc Mark Price. Donc voilà, c'est un joueur assez incroyable au niveau du shoot. Alors si je le mets pas plus haut dans mon classement, c'est d'une part le fait qu'il ne soit pas un grand défenseur, et puis au-delà de ça, il n'a jamais vraiment fait gagner non plus ses équipes. Les Cavaliers ont souvent été considérés un petit peu comme des losers, même s'il y a quand même eu de belles équipes durant les années 90. Voilà, je le mets pas plus haut parce que justement il n'a pas réussi à faire passer un palier comme a pu le faire un John Stockton par exemple, et amener les Utah Jazz en finale NBA. Voilà pour Mark Price, petit meneur shooter assez exceptionnel. On passe au numéro 29 et j'ai choisi Horace Grant, qui a passé sa carrière entre 88 et 2004, un joueur de 2,8 m, ailier fort, donc drafté 10e choix de la draft 87 par les Chicago Bulls. Alors il est identifié vraiment joueur des Bulls, même si il a continué sa carrière après au Orlando Magic, aux Lakers, etc. Il a passé quand même 17 saisons en NBA. Ses stats, 11,2 points, 8,1 rebonds, et à son prime un peu plus de 15 points, 11 rebonds, un contre et demi et une interception et demi. Il a été une seule fois All-Star, et c'est aussi pour ça que je le cite et que je le mets à cette 29e place. Il aurait mérité plus de sélections durant au moins le premier repeat des Bulls, puis même après. Voilà, il a été 4 fois All-Defensive Team. Donc c'est un joueur très dur, type années 90, mais quand même beaucoup plus véloce que le cliché des ailiers forts des années 80-90. Donc très rapide pour sa taille, intelligent surtout dans son déplacement. Voilà, il a progressé tout au long de sa carrière. Dans les premières années avec les Bulls, dans le triangle, il comprend bien ce système-là. Il est vraiment très bon, toujours bien placé, jamais en retard. Ça prend des shoots à 3-4 mètres avec une certaine régularité. Et puis voilà, c'est le membre d'un des plus grands trios de l'histoire avec les Chicago Bulls entre 91 et 93, avec Michael Jordan et Scottie Pippen. Et je le mets aussi à cette place-là parce qu'il n'a pas des stats exceptionnelles, Horace Grant, mais bon, il se fait quand même 3 titres avec les Bulls. Le gars, il part à Orlando et il les amène d'un outsider en finale NBA. Alors ils se prennent un sweep 4-0 par les Rockets, mais c'est à partir du moment où Horace Grant arrive à Orlando
qui devienne vraiment un prétendant au titre. Et quand il bouge aux Lakers en fin de carrière, il va choper un titre de plus. Donc c'est un joueur quand même qui systématiquement a fait gagner ses équipes. Et alors là je le mets à la 29e place, donc au-dessus de Mark Price, tout simplement pour ça, parce que lui il a gagné des titres, il a amené ses équipes, même si c'était pas le leader, voilà, il a amené ses équipes quand même jusqu'au titre. Horace Grant, joueur de l'ombre, mais ô combien important dans ses différentes équipes. Numéro 28, j'ai choisi Robert Parrish, The Chief, qui a fait sa carrière entre 77 et 97. Pivot de 2m13, 8e choix de la draft 76, drafté par les Warriors. Les stats en carrière, 14 points et demi, 9,1 rebonds, 1 contre et demi. Et les stats à son prime, c'est 20 points, 12 rebonds et demi et pratiquement 3 contres par match. Alors The Chief en carrière, c'est 23 000 points, 14 000 rebonds, donc une énorme carrière réalisée par The Chief. Donc il est vraiment identifié comme joueur des Celtics, même s'il a fait des super saisons au tout début de sa carrière chez les Warriors. Et voilà, vraiment identifié comme lui aussi membre d'un des plus gros Big Three de l'histoire avec Larry Bird et McHale. Alors, ce qui est marrant, c'est que donc il démarre sa carrière aux Warriors. Il fait de très très bonnes saisons. Je crois qu'il fait 4 saisons chez les Warriors. Et il l'envoie à Boston contre un futur un futur premier tour de draft de l'année 80 contre 2 tours de draft. Donc Boston récupère Robert Parrish, plus un tour de draft qui en 1980 va être Kevin McHale. Donc en fait ils ont carrément escroqué, déjà Boston arrivait à l'époque à escroquer les différentes équipes. Et voilà, c'est assez marrant de se rendre compte que techniquement les Warriors ils avaient Parrish et McHale et ils les ont échangés contre un paquet de cacahuètes. Donc ça c'est assez énorme. Donc 16 saisons avec Boston pour Robert Parrish, des duels contre Kareem Abdul-Jabbar. Alors évidemment on le met pas au même niveau que Kareem Abdul-Jabbar, mais franchement il tient vraiment le coup contre des gros pivots. Il s'est pris aussi du Olajuwon, du Ewing, et ça tient vraiment la route. Robert Parrish, c'est un vrai joueur de basket, et c'est vrai quand on regarde les pivots actuels comme Drummond, comme Dwight Howard, c'est des gars, ils ne savent pas jouer au basket. Quand vous regardez Robert Parrish, c'est technique, c'est proche du cercle, à 2-3 mètres du cercle, dos au panier, c'est ultra propre, un beau tir, malgré une mécanique de shoot vraiment particulière chez Robert Parrish. C'est un joueur qui sait vraiment jouer au basket, qui sait analyser les situations et qui sait mettre un shoot à plus de 20 cm du panier. Donc voilà, en regardant un petit peu le jeu de Robert Parrish, on se rend compte à quel point les pivots actuellement sont d'une pauvreté assez hallucinante. Donc Robert Parrish, c'est le 28e choix de ce top 50. On passe au numéro 27 et j'ai choisi Peja Stojakovic, joueur de 2m06, 14e choix de la draft 96. Il aura été 3 fois All-Star, champion 2011 avec Dallas. Ses stats en carrière, c'est 17 points, 4,7 rebonds et pratiquement 2 passes décisives. Il shootait à 45% à 2 points, 40% à 3 points et 89% au lancer franc. Donc lui, il n'arrive pas dans ce club réservé aux 50, 40 et 90, mais il en est vraiment pas loin, Peja Stojakovic. Et les stats à son prime, c'est plus de 24 points, plus de 6 rebonds et 2 passes et demi. Donc si je devais le comparer à un joueur actuel, je dirais une sorte de Klay Thompson, en tout cas en attaque, un peu moins bon en défense, enfin carrément moins bon en défense que Klay Thompson. Mais voilà, c'était un shooter incroyable. Très grand, beaucoup plus grand que ce qu'on pouvait penser, 2m06. Clairement, il pouvait poster qui il voulait sur un poste 2-3, il avait souvent l'avantage de taille. Il était quand même finalement assez rapide. Et alors après, en sortie d'écran, réception shoot, c'est la classe, Peja Stojakovic.
shooter assez exceptionnel avec une grosse confiance en lui. Il est capable de manquer 5-6 shoots, puis mais ça continue, puis derrière sa rentrée il était capable de mettre 5 ou 6 3 points d'affilée. Donc voilà, c'est un joueur qui a joué à Sacramento, à New Orleans, à Dallas où il ramasse le titre en 2011 et voilà, franchement vraiment sous-côté. Puis Stojakovic, ça n'a jamais été vraiment un franchise player et c'est vraiment dommage. On aurait pu lui donner plus de responsabilités. Je pense qu'il l'aurait à la fois mérité, il l'aurait assumé parce que c'était un joueur qui avait quand même de la gueule et c'est un petit peu dommage parce que c'est carrément l'un des meilleurs shooters all-time. Peja Stojakovic, c'est mon 27e choix. À la place numéro 26, je vous ai mis une légende, Moses Malone, joueur qui a joué entre 76 et 95. 2,08 m, il a joué à Washington, à Houston, à Philadelphie, à Atlanta, à Milwaukee. Donc il a fait énormément d'équipes aux Spurs en fin de carrière. Il a été, alors je le mets pas plus haut parce qu'il a été 12 fois All-Star, 8 fois All-NBA, champion en 83, MVP des finales, 3 fois MVP, enfin un palmarès long comme le bras. Mais je vous expliquerai tout à l'heure 6 fois meilleur rebondeur et je vous expliquerai pourquoi je l'ai mis dans ce top. Alors ses stats en carrière, c'est plus de 20 points, 12,3 rebonds et pratiquement un contre et demi à 49% au shoot. Et à son prime, c'est 31 points, 17,6 rebonds et 2,2 blocs. Donc c'est un joueur qui a compilé en carrière 27 000 points, 16 000 rebonds, 1000 interceptions et 1700 contres. Donc il a fait ses débuts en ABA avant rapidement de bifurquer sur la NBA. Donc c'est un joueur qui est un peu plus petit que les grands pivots de l'époque, plus petit que Kareem Abdul-Jabbar. C'est pour ça qu'il évoluait sur le poste de pivot, mais aussi d'ailier fort, était capable de jouer les deux positions par rapport à sa taille. Vraiment identifié comme joueur des Rockets et des Sixers, où il va gagner un titre. Donc c'est un joueur ultra puissant, qui joue quand même proche du panier, qui est capable de mettre des shoots à 3-4 mètres, mais voilà, c'est pas vraiment sa cam. Lui, il jouait vraiment in the paint. Donc grosse puissance. Je rappelle, c'est le meilleur rebondeur offensif de l'histoire avec 6700 rebonds. Et le deuxième, c'est Robert Parrish, justement, avec 4500 rebonds. On peut mesurer comme ça le côté exceptionnel de Moses Malone au niveau des rebonds offensifs. Je rappelle donc 6700 rebonds, le deuxième est à 4500 all-time. Donc voilà, clairement le meilleur rebondeur offensif de l'histoire, il n'y a pas photo. Bon, après il en a un petit peu rajouté, c'était le gars qui faisait un petit peu exprès de rater ses shoots pour prendre un rebond en contre-attaque, etc. Donc il a un peu gonflé ses stats par rapport à ça. Mais bon, c'est juste énorme, Moses Malone. Et puis voilà, c'est un vrai professionnel qui est un gros bosseur, qui a formé pas mal de joueurs tout au long de sa carrière, et notamment Charles Barkley, qui dit de lui que vraiment c'est son papa, c'est le gars qui l'a aidé à devenir un homme. Et voilà, je le mets à cette place, donc la 26e place, même s'il a été MVP, même s'il est Hall of Fame, etc., parce qu'il est jamais ou très rarement cité parmi les top pivots. On a toujours du Jabbar, du Chamberlain, du Olajuwon, du Ewing par exemple. Moses Malone, il est parmi ces gars-là. Il est juste énorme parce qu'il a une belle dextérité, beaucoup de jeux face au panier, mais dos au panier, un vrai battant. Voilà, il est jamais cité tout en haut de ce classement, et honnêtement ça serait vraiment mérité pour Moses Malone. Voilà, on passe au numéro 25 et je vous ai mis Terry Cummings. Alors attention, ne comparez pas les joueurs et par rapport à leur place, je les mets à ces places-là parce qu'ils sont encore plus sous-cotés. Parce que Terry Cummings, évidemment, est moins bon que Moses Malone, mais alors lui, il est carrément jamais cité. Donc joueur de 2,6 m, ailier fort, sorti de l'université de DePaul, deuxième choix de la draft 82, donc une belle carrière universitaire, une grosse hype, drafté par les Clippers San Diego avant de partir à Los Angeles. Donc un joueur qui a fait 18 saisons, longue carrière, Rookie of the Year de l'année 83. Ses stats en carrière, c'est 16,4 points, 7,3 rebonds et pratiquement 3 passes, le tout à 48% de réussite. Et à son prime, c'est 23,7 points, 10,6 rebonds, pratiquement 3 passes également et presque 2 interceptions.
Donc dans la comparaison, on pourrait le comparer à une sorte de mix entre Karl Malone et Charles Oakley. Voilà, il a été 2 fois All-Star, All-NBA Second Team en 85 et Third Team en 89. C'est un joueur qui a tapé quand même 20 000 points en carrière, Terry Cummings. Voilà, très solide, puissant, un vrai rock. Vraiment, c'est super dur, Terry Cummings, quoi, franchement. Sale joueur. Très bon dos au panier. Très bon aussi face au panier, pas vraiment de... Bon, ça s'écarte pas énormément, il est capable de prendre des shoots à 4-5 mètres, mais voilà, ça joue quand même in the paint, tout autour de la raquette. Donc il fait 10 premières saisons vraiment de haut vol, ça, voilà, entre 18 et 24 points, quoi. En gros, tout au long de ses 10 premières saisons. Ensuite, il a une grosse blessure quand il arrive aux Spurs au genou, et après, ce sera plus le même joueur, même si il continue à apporter du 8-10 points, 5-6 rebonds. Voilà, ce sera plus le même joueur, et c'est vraiment dommage, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'est jamais cité plus haut, Terry Cummings, et qu'on l'oublie beaucoup. Mais bon, dans ses 10 premières saisons, ça envoie grave, et... Mais pareil, il n'a pas joué dans des super équipes, il a joué essentiellement à Milwaukee et donc aux Clippers. Donc c'est pas des top teams, mais big respect quand même à Terry Cummings, même si c'est un peu une sale tête. Voilà, le gars qui fait la gueule sur le parquet, je crois qu'il a jamais souri de sa carrière. Mais au-delà de ça, c'est pas ça qu'on juge. Au-delà de ça, Terry Cummings, c'est un vrai joueur de basket qui a mis beaucoup de points durant les années 80, où c'était vraiment, il y avait des super intérieurs. Donc big respect à Terry Cummings, et c'est pour ça qu'il est mon 25e choix. Numéro 24, je vous ai mis Glenn Big Dog Robinson, joueur d'un peu plus de 2 mètres, qui jouait poste 3, poste 4, plutôt poste 3 quand même. Numéro 1 de la draft 94. Il a fait 11 saisons en NBA, il a été 1 fois champion et 2 fois All-Star. Alors voilà, ça c'est ça. 2 fois All-Star simplement pour Big Dog Robinson. C'est vraiment très peu. Je vous donne ses stats en carrière. Plus de 20 points, plus de 6 rebonds, pratiquement 3 passes, 46% de réussite au shoot et 34 à 3 points. Et à son prime, c'est un peu plus de 23 points, pratiquement 7 rebonds, plus de 3 passes et demi, 1 compte par match, 1 interception et demie, extrêmement fort Big Dog Robinson. Dans le style, je pourrais le comparer un petit peu à Carmelo Anthony. Voilà, c'est un joueur qui shootait beaucoup à mid-range, qui était un peu slow motion. Voilà, on a l'impression qu'il jouait un peu au ralenti, mais derrière il allait péter des dunks d'une puissance rare. Joueur all-around également, il est capable de faire des passes, de s'écarter à 3 points, de rentrer dans la raquette, de mettre un compte, de prendre une interception. Voilà, joueur très complet, un gros handle. Très beau handle, très beau joueur à voir d'ailleurs, Big Dog Robinson, vraiment identifié comme un joueur de Milwaukee. On se rappelle, il marquait quand même les esprits avec Sam Cassell et Ray Allen, où ça jouait vraiment bien sévèrement du côté de Milwaukee. Après, un peu comme Terry Cummings, quoi, c'est un sale caractère. Voilà, le gars qui n'a pas l'impression de prendre beaucoup de plaisir sur le parquet. Mais bon, derrière, vraiment ça assure, dos au panier, face au panier. Excellent Glenn Big Dog Robinson, est vraiment oublié, quoi. Il était 2 fois All-Star pendant sa carrière. C'est vraiment lamentable quand on pense qu'il y a des joueurs qui ont été, quand Jamal Magloire a été All-Star. Voilà, c'est un truc de fou. Donc gros scoreur mid-range. Je le mets pas plus haut. Techniquement, enfin, sur ses capacités en attaque, il pourrait être plus haut dans mon classement. Après en défense, voilà, c'est pas exceptionnel en défense, pas dégueulasse non plus, mais voilà, c'est pas du top niveau non plus. C'est pour ça que je l'ai mis 24e. C'est quand même une très belle place, et je trouve vraiment que Big Dog Robinson a souvent été oublié. On passe au numéro 23, je vous ai mis une belle légende aussi, Elvin Hayes, 1969 à 1984, grosse et longue carrière en NBA, gars qui a joué en début de carrière pivot, puis après vraiment il y est fort, 2m06, sorti de l'université de Houston, et c'est le premier choix de la draft 68. Il a été Hall of Famer, 12 fois All-Star, 6 fois All-NBA. C'est pour ça, pareil, je le mets pas plus haut, parce qu'il a quand même été reconnu, mais franchement,
rarement cité parmi les meilleurs ailiers forts de l'histoire. Je vous donne ses stats: 21 points par match, 12 rebonds et demi, 2 contres à 50% de réussite. Très faiblard par contre au niveau des lancers francs avec 67%. Les stats à son prime: 28,7 points, 18,1 rebonds, vous avez bien entendu, 18 rebonds de moyenne, plus de 3 passes décisives, pratiquement 2 interceptions et 3 contres. Dans la comparaison, je dirais un petit peu Tim Duncan, peut-être légèrement plus véloce, un peu plus rapide. Voilà, un gars qui était donc capable de courir beaucoup sur un parquet, de trouver, de se démarquer très très rapidement, de montrer vraiment vite au cercle. Super défenseur, vraiment un des plus gros rebondeurs all-time. Plus gros rebondeur, je parle pas en total, même si il en a pris, je vais vous dire tout à l'heure, il en a pris un bon paquet en carrière. Mais voilà, dans son placement, dans son intelligence de placement vers le rebond, on reconnaît un petit peu presque du Dennis Rodman. Donc voilà, un des meilleurs rebondeurs all-time. En plus, ça shoot bien, capable de s'écarter aussi un petit peu. Très bonne vision du jeu. Identifié vraiment comme un joueur des Rockets et évidemment des Bullets, puisqu'il était coéquipier de Wes Unseld, ce qui en fait d'ailleurs l'un des plus grands duos de l'histoire, Wes Unseld et Elvin Hayes. Et voilà, toujours oublié chez les power forward, et c'est assez lamentable. Par exemple, je vous donne la comparaison avec, pour vous donner un ordre d'idée, la comparaison avec Tim Duncan. Tim Duncan a fait 19 saisons et a produit 26 000 points et 15 000 rebonds. Eh ben, Hayes, il en fait 16, c'est-à-dire donc 3 de moins, et il met 27 000 points et 16 000 rebonds, c'est-à-dire il met 1000 points de plus, 1000 rebonds de plus en ayant fait 3 saisons de moins. Voilà ce que c'est Elvin Hayes. Donc voilà, il mérite la place dans ce top 50 des joueurs les plus sous-estimés. Elvin Hayes, énorme, jamais cité parmi les meilleurs power forward de l'histoire, et pourtant c'est réellement le cas. On passe au numéro 22 et j'ai choisi Mookie Blaylock, meneur d'1m83 qui a joué entre 90 et 2002. Il a joué donc 13 saisons, il a été simplement une fois All-Star, là aussi c'est une honte. Il a été 6 fois All-NBA Defensive Team. Ses stats en carrière, c'est 13 points et demi, 6,7 passes décisives, 4 rebonds, un shoot un pourcentage un petit peu en deçà de ce qu'on aurait pu attendre de lui, parce qu'il avait une super mécanique de shoot, mais il a tourné à 41% de réussite et 33 à 3 points. Voilà, c'est pas forcément un shooter naturel, et pourtant il avait une très très belle mécanique. Et les stats à son prime: 17,4 points, 9,7 passes et plus de 5 rebonds. Alors c'est clairement un meneur défenseur, mais alors de très haut niveau, peut-être le meilleur défenseur meneur des années 90. Voilà, le gars, il était capable de défendre sur Michael Jordan et vraiment de limiter et d'embêter vraiment Michael Jordan, donc il n'y en a pas beaucoup. Et voilà, c'est pour ça que je le cite, et c'est aussi pour ça que je le mets dans ce top 50. À la base, c'est quand même un meneur organisateur, vraiment gestionnaire. Alors, pas du tout égoïste, plein de fois il est ouvert, préfère faire la passe, pénétrer, faire un décalage et passer. Après, en attaque, c'est plutôt un gros slasher, donc joueur qui trouvait des intervalles et qui fonçait droit au panier. Mais je vous dis, une super mécanique de shoot, ce Mookie Blaylock. Et puis après, super athlète. Voilà, puis très complet. Il a fait un match à 14 points, 8 rebonds, 11 passes et 10 interceptions. Donc c'est un joueur qui avait vraiment le profil pour faire un quadruple double, même s'il l'a jamais fait. Mais voilà, joueur très complet. Après, il n'a pas vraiment de chance. Il a jamais joué pour un vrai candidat au titre, même si les Hawks avaient de belles équipes quand même dans les années 90. Mais voilà, c'était pas non plus une grande équipe. Et du coup, il est passé comme ça à côté des radars, ultra sous-coté. Et voilà, pour la petite histoire, il a donné le premier nom des Red Hot Chili Peppers, c'était The Mookie Blaylock. Voilà, parce qu'ils étaient fans du joueur, et je les comprends, parce que Mookie Blaylock, c'était vraiment un joueur marquant, vrai chien en défense. Top player, Mookie Blaylock. Et puis je vais finir ce top 50 avec la 21e place, et j'ai choisi Bernard
King, The King of New York, ailier de 2m01, pardon, qui a fait sa carrière entre 78 et 93, 7e choix de la draft 77. Alors il a joué un peu partout, il a joué à New Jersey, à Utah, aux Warriors, aux Knicks, à Washington, mais clairement là où il a marqué les esprits, c'est vraiment à New York. Il est meilleur marqueur de la NBA en 84-85 avec 33 points de moyenne. 4 fois All-Star, 4 fois All-NBA, Hall of Famer, voilà pourquoi je le mets pas plus haut. Mais pareil, Bernard King souvent oublié parmi les ailiers. Ses stats en carrière, c'est plus de 22 points, pratiquement 6 rebonds et plus de 3 passes décisives par match, et à son prime, donc 33 points, sa meilleure moyenne de points en 85, 9,5 rebonds, 4,6 passes, une interception et demie. Alors Bernard King, c'est un joueur incroyable, rapide, puissant, grosse détente, carrément injouable dos au panier en post-up, parce qu'il est très très costaud, très fort, très puissant, donc injouable réellement. Il a mis 20 000 points en carrière et 5 000 rebonds. Donc clairement c'est un des plus gros scoreurs all-time Bernard King, malgré le fait qu'il ait eu 2 énormes blessures qui l'ont vraiment freiné dans sa carrière, mais il est revenu Bernard King, et il a fait des trucs incroyables. En 84, en playoff contre Détroit, il met une moyenne de 43 points par match à 60% de réussite face aux Pistons d'Asiah Thomas, une des plus belles perfs all-time en playoff. Donc voilà, joueur carrément incroyable. D'ailleurs, Asiah Thomas disait, mais longtemps après cette série, depuis le temps que je regarde du basket pro, j'ai vu 2 gars scorer avec plus de facilité et en prenant moins de tirs que quiconque, c'est George Gervin et Bernard King. Voilà, donc ça classe vraiment un joueur assez exceptionnel. Bernard King est trop souvent oublié parmi les meilleurs ailiers all-time. Voilà, j'en ai fini pour cette 3e session de ce top 50 des joueurs les plus sous-estimés de l'histoire. On se retrouve très bientôt et on continue, on va rentrer vraiment dans le top 20. Donc là, ça va être réellement du très 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 lourd. À très bientôt les amis!